Et la logique qu'on a aujourd'hui de développement, c'est de dire, on est leader français, on pourrait mettre des petits bureaux dans 25 pays et investir à gogo. On est plutôt dans une approche où on a 4-5 pays, Angleterre, Espagne, Suisse et Canada. Et on est plutôt dans une approche d'être très fort dans ces pays-là. Bonjour, je suis Laurent Crête et vous allez écouter Le Panier, un podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes d'acteurs du commerce en ligne. Mon objectif avec Le Panier, c'est de vous faire gagner du temps en allant chercher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer ou progresser dans la vente en ligne. Acquisition, plateforme, panier moyen, emailing, logistique, on abordera ici tous les sujets du e-commerce. Le Panier vous est proposé par Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie digitale, qui accompagne ses clients dans la croissance de leur business en ligne. Fondé par 4 entrepreneurs, Cosa Vostra met les mains dans le cambouis et crée également ses propres startups afin de mieux maîtriser les problématiques de ses clients. Nous adorons les défis et serions ravis de relever les vôtres. Contactez-nous sur lepanier@cosavostra.com ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce. Dans le Panier aujourd'hui, nous sommes très fiers de recevoir Pierre-Henri Deballon, je prononce bien? Oui, très bien. Deballon, cofondateur de WizEvent, un superbe succès franco-français dans la billetterie, mais pas que. Pas que, ouais. Dont on va parler aujourd'hui. Je suis Laurent Crête et je vous souhaite une très belle écoute. Pour commencer, Pierre-Henri, WizEvent, c'est quoi? Alors WizEvent, c'est une startup qu'on a créée en 2008 et à l'origine, c'est surtout une super rencontre en fait avec un associé qui est Sébastien, qui est toujours dans l'aventure aujourd'hui. Et le tout début de WizEvent, c'est que nous sommes organisateurs d'événements. On crée un événement étudiant. On avait le choix entre faire un stage ou monter un projet, et on décide de monter un projet qui était un événement. Cet événement, c'était une balade insolite à vélo. Ça existe toujours, ça s'appelle Vélo Tour. Et en fait, Vélo Tour, vous êtes avec votre vélo un dimanche par an. Ça se déroule dans aujourd'hui 10 villes en France. Et on va ouvrir des lieux insolites, des lieux fermés au public. Et les gens viennent avec leur vélo et font le parcours. Il n'y a pas de compétition, pas de classement. On a à peu près entre 3 et 5 000 personnes par ville. Okay. Et donc, on va traverser Ikea, une prison, un hôtel 4 étoiles, le stade Vélodrome. Dans 10 villes, tu as dit? Dans 10 villes aujourd'hui, ouais. 10 Marseille, villes et 5 000 Paris. personnes par ville, à peu près. Ouais. Ok. Alors, quand on commence, c'est à Dijon. Il n'y a que 2000, parce que je suis dijonnais, il n'y a que 2000 participants. Sur les 2000 participants, on a à peu près 90% des gens, ou plutôt on a 10% des gens qui achètent en ligne. Et nous, à ce moment-là, tout notre sujet, parce que c'est un peu compliqué à expliquer, c'est pas comme si on fait le marathon de Dijon, c'est un nouveau concept, c'était de créer une sorte de buzz et que les gens aillent sur le site pour avoir plus d'infos, et surtout quand ils sont sur le site internet, qu'ils achètent un billet. On est en 2008, et du coup, nous, vendre des billets, c'est la Fnac. Donc on va voir la Fnac, et on leur dit, voilà, on veut vendre des billets chez vous. Et la réponse qu'on reçoit, c'est déjà, c'est pas forcément un événement qu'on a dans notre catalogue parce que c'est pas de la culture, c'est pas un concert, c'est pas un match de foot. Donc c'était pas certain de pouvoir le référencer. Ensuite, ils me disent, bon, on va quand même le faire, mais il faut que vous m'envoyiez un fax. Ça va durer à peu près 3 semaines entre le moment où on reçoit les documents, où on le valide. Et puis surtout, ce que vous souhaitiez faire, nous, on voulait que les gens sur notre site internet achètent le billet. Et là, ils nous disent, non, c'est pas possible. Vous allez mettre un lien qui va les renvoyer chez nous et ils vont acheter un billet. Et ils vont devenir clients de la Fnac. Et moi qui souhaitais, organisateur, pouvoir communiquer auprès des acheteurs l'année suivante, vous étiez là en 2016, revenez en 2017, en fait je comprends que la base de données ne m'appartient pas et que je ne pourrais pas l'utiliser. Parce que la Fnac ne te passe pas les adresses email, les contacts. Exactement. Okay. Quand on achète à la Fnac, on devient client de la Fnac. On n'est pas client du producteur de Johnny Hallyday, on n'est pas client de Johnny Hallyday, on est client de la Fnac. Il n'y a rien d'illégal à ça, mais c'est leur modèle. Mais en tout cas, moi, par rapport à ce que je souhaitais en tant qu'organisateur, qui prend tous les risques et qui a envie de capitaliser surtout sur ce qui est le plus important, qui est finalement la base de clients, ça fonctionnait pas. Et si je donne une image, je la donne souvent, c'est globalement, je monte une boulangerie, je fais du bon pain, j'arrive à faire venir des gens dans la boulangerie, et au moment d'acheter la baguette, quand ils sont face à moi, je leur dis « Ah bah non, désolé, j'ai pas de caisse ». Traversez la route, reposez la baguette, et dans le magasin en face, vous allez créer une carte membre et vous allez pouvoir acheter votre baguette. C'est la même, c'est moi qui leur fournis. Vous allez la payer un petit peu plus cher parce que vous l'achetez pas à moi directement. Et je pourrais pas vous communiquer les nouveautés. Donc il y avait tous ces blocages. La première année, 10% d'inscription en ligne. La suivante, 30%. L'année d'après, 70%. Aujourd'hui, 100% d'inscription en ligne. Donc côté acheteur, tout le monde veut acheter des billets sur Internet. Et là, je vous apprends rien.
100% d'inscription en ligne. Pourquoi? Pour le vélo tour? Pour le vélo tour. WizEvent. Ouais, non, pour le vélo tour. Pour le vélo tour. Ouais, c'est aujourd'hui 100% des gens s'inscrivent en ligne. Et la première année, on était que à 10%. L'année suivante, 30%, 50%. Donc côté acheteur, il y avait une vraie demande. Et côté organisateur, on avait les problèmes qu'on avait rencontrés. Et donc, moi, ce que me propose la Fnac me convient pas. Donc on bricole une solution qui était finalement un formulaire d'inscription avec un petit module de paiement qui était PayPal pour pouvoir avoir la brique paiement en plus du formulaire. On fait ça, le système est pas forcément très bien adapté, c'est un pote informaticien qui le développe. Et malgré tout, l'année suivante, enfin dès la première année, j'ai des organisateurs d'événements dans d'autres domaines, des concerts, des conférences, qui viennent nous voir et qui disent « Les gars, c'est top ce que vous faites, je veux l'utiliser pour mes événements ». Et nous, on leur dit, bah non, c'est un pote informaticien qui fait ça le soir, on n'a pas le temps, c'est pas très adapté, PayPal c'est en anglais, on est sur des publics qui sont pas forcément très à l'aise avec, les frais sont quand même assez élevés, et ainsi de suite. Donc l'année suivante, on rebricole une solution, mais plus avec PayPal, avec la banque, parce qu'on voulait une solution un peu moins chère. Sauf que la banque, en 2007 à peu près, quand vous allez voir votre banquier, vous dites je veux un TPE, un terminal de paiement électronique pour faire du paiement sur Internet, il sait vous faire du prêt immobilier, il sait vous faire du crédit, il sait vous faire... Mais alors ça, il sait pas faire. Donc pareil, un mois d'administratif. Et Stripe n'est pas encore là. Stripe est pas là. PayMe et les autres. Quoi. Exactement. Et d'autres organisateurs viennent nous voir et disent bon, on veut votre solution. Nous, on leur explique que c'est pas notre métier. Et là, ils nous disent on va acheter une solution. On se regroupe et on investit dans un logiciel et on achète une licence et on se partage l'outil. Et là, nous, on se dit, mais c'est pas notre culture, en fait. Nous, moi, je suis d'une culture de vilain garnement où on vendait des encyclopédies universalistes gravées, les MP3, les décodeurs Canal+, enfin, tous ces trucs-là qui étaient pas... Donc, notre culture, et puis les Windows craqués, j'en passe. Donc, l'idée même d'acheter une licence, ça collait pas. Ensuite, acheter un logiciel fixe alors qu'on est dans une époque où tout va très vite, tout évolue, ça collait pas non plus. Et puis la logique d'investissement, alors que nous, on avait juste envie de payer ce qu'on consommait, ça nous allait pas. Et là, on se dit, mais en fait, côté acheteur, il y a une vraie demande. Côté organisateur, il n'y a pas de solution. Et le parti pris qu'on a semble être le bon parce que des gens veulent utiliser cette solution. Et ben en fait, on va investir tout ce qu'on peut, toutes nos économies, pour pouvoir monter ce projet. Et en fait, on va essayer de casser les barrières rencontrées, donc quelque chose de simple, pas besoin du pote informaticien. Moi, je suis pas du tout un développeur, donc. Tu es de quelle formation, toi? Moi, j'ai fait une maîtrise d'économie et de gestion. Ok. Donc, je suis plutôt un marketeur ou un commercial, enfin, en tout cas, plutôt un profil généraliste. Et j'ai aucune connaissance en développement. Ça ne m'est regré, mais. Donc, je voulais casser cette barrière technique. Je voulais casser la barrière de temps. Je voulais que ce soit instantané, que ce soit simple. Et puis surtout redonner le pouvoir à l'organisateur. C'est-à-dire que souvent la billetterie elle est vécue comme une tâche, il faut que je réserve une salle, il faut que j'ai des agents de sécurité, il faut que j'ai un programme de qualité, il faut que je communique et il faut que je vende des billets. Et nous on dit non mais les gars en fait, vendre des billets c'est le cœur business en fait. Donc c'est pas une tâche, c'est juste essentiel, il faut que ce soit un outil, un levier, un moyen de communiquer. Et donc on prend ce positionnement qui est de dire on va casser ces barrières, on va offrir une solution self-service et on va gagner de l'argent sur chaque billet vendu. Et du coup, on est dans une logique où on est vraiment partenaire de l'organisateur. Plus ils vendent de billets, plus WizEvent gagne de l'argent et peut réinvestir, améliorer le produit. Et surtout, la base de données lui appartient. Et lui, elle appartient pas sur là où il a de la création de valeur. Exactement, ouais. Ok. Les événements gratuits, vous en faites? On en fait dès le début. Et on laisse le modèle gratuit parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, 10% des organisateurs sur WizEvent sont des gens qui ont connu WizEvent en participant à un événement. Et donc ça, c'est une forme d'acquisition qui est assez maligne parce que globalement, elle ne nous coûte rien, qu'elle donne une bonne image du service, qu'elle permet à des gens qui ont des événements gratuits de s'en servir. Et puis un jour, des fois, ils peuvent créer des événements payants aussi. Donc c'est une façon de indirectement générer du trafic et du chiffre d'affaires pour WizEvent et puis de la notoriété. On pourrait aujourd'hui dire ok, on revient en arrière, mais c'est pas l'idée parce qu'on trouve que le truc est assez sain. Et puis ça permet d'avoir un modèle assez sain avec des gens qui gagnent de l'argent. Et bah du coup, on gagne de l'argent. Et quand ils font des événements gratuits, on gagne pas d'argent. Moi, j'avais un potentiel investisseur qui me disait mais non, mais les gars, sur les événements gratuits, c'est là où il y a le plus d'argent parce que quand on fait un événement gratuit, c'est qu'on n'a pas besoin d'argent, donc on en a beaucoup, donc on peut vous en donner. Et on a voulu laisser comme ça parce que et c'est rigolo, sur 3 billets vendus sur WizEvent, sur 4 billets vendus plutôt, 3 sont des billets gratuits. Enfin vendus, en tout cas sur 4 billets. Sur 4 billets écoulés, 3 billets gratuits. Et donc j'ai lu que vous avez fait 117 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017 et on fait 160 en 2018. Mais non. Si. Alors, ça fait 50% quoi? On a fait 38% de croissance. Je suis marseillais. Ça me va bien. 1 milliard. Après, là où il faut prendre ces chiffres avec des pincettes, c'est que ce chiffre d'affaires, c'est le prix du billet plus notre commission.
C'est du volume d'affaires. C'est du volume d'affaires. Mais c'est notre chiffre d'affaires fiscal. C'est vraiment ce qu'on déclare, on paye des impôts dessus, mais on est dans un modèle où on achète un billet et on le revend. Donc c'est pour ça qu'aussi il est aussi impressionnant. La réalité, c'est que si on regarde la partie qui est intéressante, c'est sur les commissions. Aujourd'hui, on fait 12 millions de vrai chiffre d'affaires, on va dire, en tout cas de marge. Et ce qui est important, c'est que WizEvent, aujourd'hui, c'est une société qui est rentable, qui a quasiment toujours été rentable. Et on a levé 1 million d'euros, et d'ailleurs quand on a levé ce million d'euros, on n'a pas su comment le dépenser. Vous étiez déjà rentable? C'était en quelle année? En fait, on a fait, je crois, le plus mauvais exercice, on a fait moins 100 000 euros. Mais parce que on était dans une logique bon père de famille. Globalement, j'ai 1 euro dans la poche, j'en dépense qu'un. Dès que j'en gagne un deuxième, je le redépense en investissement. Ça, c'était le premier truc. Et puis cette culture-là, au moment où on lève 1 million d'euros, on met beaucoup de temps à lever 1 million d'euros. On a cet argent, et là on a un petit cliquet psychologique à faire, qui est de dire ok, maintenant il faut que je dépense de l'argent. Et d'ailleurs moi je me rappelle de board, les premiers boards, les investisseurs nous disent les gars, allez-y, dépensez, parce que eux, leur enjeu c'est qu'on dépense et qu'il y ait une traction et qu'il y ait un multiple et que ça grossisse vite. L'ambition on l'avait, on était ultra motivé par la croissance, par tous ces points-là, mais c'était pas inconcevable, mais en tout cas c'était un peu contre nature. On avait deux papas, enfin on a toujours deux papas avec Sébastien qui sont des entrepreneurs, j'ai envie de dire de PME locales dans le dur, où globalement on parle pas de levée de fonds et on est plutôt face à un banquier qui regarde des bilans. Et dont Jacques-Antoine? Non. Tu dis on a deux investisseurs qui sont très... Ah non, je disais on a deux papas. Deux papas. Ouais, je me suis trompé. Littéralement, ouais, pardon. Ouais, oui. Ouais, je parle de mon père et je parle du père de Sébastien, qui sont deux entrepreneurs très très terrain en fait, qui ont monté des boîtes plutôt dans le BTP ou ce genre de choses, où pour le coup, on parle pas de levée de fonds, on parle pas de scalabilité, on parle pas d'international, on parle juste d'avoir un carnet de commandes rempli, d'avoir une trésorerie pour payer les salaires à la fin du mois. Et donc on avait cette culture-là qu'on a gardée dans cet univers startup sans... on a quand même joué le jeu de la start-up avec la levée de fonds, tout ce qui va avec, mais on n'est pas tombé dans le côté on fait de la levée de fonds sans fin et ainsi de suite. Et Jacques-Antoine, c'est le fondateur de Vente Privée, qui est entré au capital avec Vente Privée en 2014. Après une première levée de fonds d'1 million. Après une première levée de fonds d'1 million, exactement. Ouais. Et on était en 2014, on avait beaucoup de sollicitations pour des rachats parce que croissance, on prenait des parts de marché importantes et puis de la rentabilité. Et à ce moment-là, on voulait pas vendre et en même temps, on avait un fonds qui était entré, qui avait une volonté de sortir parce que les multiples étaient corrects. Nous, on avait aussi des enjeux personnels qui étaient à un moment donné de pouvoir sécuriser une partie de l'histoire. Et on a fait le choix d'aller plutôt vers un entrepreneur français parce qu'on pensait, et je crois que c'est un bon choix, on avait des discussions avec Vivendi, un peu avant que Bolloré prenne le contrôle de Vivendi. Je pense que ça aurait pas été la même histoire. Ou un rachat? C'était pour un rachat. Ok. Et je pense que ça aurait pas été la même histoire parce que on l'a vu et on le voit un peu dans la façon de driver les acquisitions, et c'est plutôt assez d'extérieur, assez violent, je trouve. Et ça aurait pas collé avec notre état d'esprit. Et du coup, cet investisseur, Vente Privée, vous laisse les rênes, vous laisse libre? Ouais, complet. Ouais. On a une autonomie complète et on a la main sur le projet, sur ce qu'on fait, comment on le drive. Puis les chiffres suivent, donc globalement quand vous avez un investisseur et que les chiffres suivent et qui sont parfois même au-delà de ce qu'on a présenté, ça permet d'avoir une grande liberté. Finalement, la liberté, on l'a là-dessus. On n'a pas non plus des besoins de trésorerie, donc on n'a pas besoin d'aller voir de nouveaux investisseurs ou les mêmes pour se renflouer. Donc ça donne une grande liberté. Ok. Combien de billets écoulés l'année dernière? Vous communiquez là-dessus ou pas? Oui, ouais. Okay. Ouais. En fait, nous, alors, on a fait un choix et je vais te donner la réponse de toujours. De la transparence? Bah ouais. C'est bien, hein. Ouais, parce que en fait, parce qu'il y a rien à cacher. Après, on donne pas toutes les recettes parce qu'il y a des trucs stratégiques. Mais en l'occurrence, dire combien de billets on a écoulé, c'est pas très grave. Enfin, en tout cas, et puis on en est assez fiers aussi. Du coup, et pour les équipes, c'est aussi une façon de montrer à l'extérieur que ça tourne. Donc 20 millions de billets l'an dernier. Et donc 5 millions de billets payants. Billets payants, puisque un quart. Et exactement, ouais. Et d'accord. Combien de billets en moyenne par événement? Si on prend, alors c'est rigolo, 100 billets par événement. Pile poil. Ouais, 100. Okay. Oh, pile poil, non, j'ai pas le chiffre exact. Bon, mais on est sur à peu près 100. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que une des particularités de WizEvent, il y a deux très grandes particularités, mais une, c'est que avec la même solution, on adresse les plus gros événements français, que ce soit en termes de taille, le Salon de l'Agriculture par exemple, ou en termes de technicité. On fait les invitations du 14 juillet pour l'Elysée avec des problématiques de sécurité très pointues. Donc des trucs très, j'ai envie de dire, très grands comptes.
Et en même temps, il y a pas loin de 12 000 organisateurs, 20 000 organisateurs l'an dernier qui font des événements de toute taille, des ateliers de couture, des cours de photo, des courses à pied, des soirées étudiantes, des concerts. Et donc, qui vendent toujours du coup sur leur site. Parce que quand tu vas sur Eventbrite aujourd'hui, tu peux créer tes événements et tes billetteries, mais tu vois des listes d'événements. On veut pas le faire. Pourquoi ? On veut pas le faire parce que Eventbrite a fait un choix qui est de devenir un réseau social de l'événementiel. C'est-à-dire de créer, ce qui est très américain aussi, mais en tout cas de donner un outil, qui est un très bon outil aux organisateurs d'événements, mais dans le même temps, de s'adresser au marché B2C en ayant une offre, un catalogue, comme on pourrait le trouver sur la Fnac. La limite de ça, c'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez un billet sur Eventbrite, vous êtes client d'Eventbrite. Ça veut dire que si demain... Ils ont reproduit l'ancien modèle, plus innovant, mais ça veut dire que si demain le panier fait un événement, que je viens sur cet événement, je vais recevoir de la pub la semaine suivante pour la conférence sur les nouvelles tech d'un événement qui est à côté. Donc ça, c'est un positionnement qu'on veut pas avoir parce que nous, organisateurs, on n'aurait pas accepté que nos données soient partagées avec nos confrères ou concurrents, parce qu'il faut pas se mentir, quand on crée un festival, on a 5000 concurrents en France qui sont les 5000 autres festivals. Quand on fait un concert, c'est pareil, et j'ai même envie de dire qu'on est tellement sollicité par des activités diverses et variées, mais dans tous les domaines, qu'on a quand même intérêt, en tant qu'organisateur, à capitaliser sur des gens qui sont venus sur notre événement et pas forcément de le partager. Ok, et pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, parce qu'on y est déjà, tu as dit que 10% des utilisateurs de WizEvents sont rentrés par le gratuit. Oui. C'est ça. Il y a combien d'événements par utilisateur ? C'est quoi est-ce que tu calcules un churn ? Alors notre churn, ça c'est un autre chiffre qui est génial. On a un churn négatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je prends les clients de l'année 2017, que je regarde le chiffre d'affaires... Une vingtaine de milliers par an, c'est ça ? Ouais, alors du coup il y en avait... dont des récurrents. Dont la plupart sont des récurrents, ouais. Mais en 2017, on devait plutôt être à 14-15 000 à peu près. Quand je prends ces clients, que je regarde leur chiffre d'affaires en 2017... je vais en perdre. Certains vont plus être là en 2018, ce qui est normal. Ils vont plus être là, pourquoi ? Parce que le service leur convient pas, ça peut arriver. Parce que c'était un événement qui a eu lieu qu'une fois. Parce qu'ils sont passés chez un concurrent. Enfin, pour plein de raisons, je vais en perdre. Par contre, ceux qui restent en 2018 vont faire plus de chiffre d'affaires que l'ensemble de l'année 2017. C'est-à-dire que je vais peut-être avoir des 15 000 de 2017, j'en ai peut-être plus que 12 000 en 2018, mais ils font plus de chiffre d'affaires à 12 000 que les 15 000 de 2017. Donc, chaque année... C'est très vertueux. C'est très vertueux et c'est un mécanisme, pour le coup, et qui colle assez bien au développement de WizEvents, c'est un mécanisme un peu de développement concentrique. C'est-à-dire que y avait une barrière à passer qui était d'arriver à investir sur le produit, sur des équipes, mais après, on a un modèle très vertueux, effectivement, où on va pouvoir capitaliser sur des clients, aller chercher de nouveaux clients, donc sur l'acquisition, je pense qu'on va en parler. Et cette logique concentrique, c'est aussi la logique qu'on a sur le développement de WizEvents et qui correspond à ce que j'évoquais tout à l'heure sur cette logique bon père de famille où on aurait pu faire des levées de fonds. On a gagné le FAS 500 qui était le prix de la société européenne avec la plus grosse croissance. Beaucoup de presse, je m'en souviens. Il y a énormément de presse, on a eu France Info, on a eu des trucs assez dingues. Et là, ce qui était très drôle, c'est qu'on a mis 2 ans à lever 1 million d'euros. On a galéré, les business angels voulaient pas de nous, on a fait toutes les erreurs, mais c'était notre faute. On n'était pas très bon. Et puis la période était... 2 ans au début de votre histoire ? Pas tout de suite. Donc le financement de WizEvents, c'est Love Money, enfin en tout cas c'est notre argent. Après, au bout d'1 an ou 2, on commence à avoir une traction. Et là, on se dit, on va lever des fonds. 2010-2011 ? Ouais, à peu près. Okay. Là, j'y vais tout seul. Je contacte les boîtes de capital risque. J'envoie 30 ou 40 mails. On est reçu 3 fois. On arrive sans presse, parce qu'on n'avait pas de présentation. On avait tout dans la tête. On était habité. Et ce qu'on raconte à l'époque était vrai. C'est-à-dire que ce qu'on leur disait, notre vision était bonne. Sauf que quand le gars nous disait quelle est la taille du marché, moi, je disais, il est énorme. Tout le monde fait des événements. Globalement, je lui disais, je fais pas d'études de marché. J'ai pas le temps pour. Après, il disait, combien vous gagnez par billet ? Je disais, je sais pas, 1 euro, 1,10 €. Seb, j'étais avec mon associé. Donc les gars ils disaient ok bon les mecs ils ont l'air sympas mais ils connaissent pas la taille du marché, ils sont pas très chiffres. Par contre la vision on l'avait. Globalement il n'y a pas eu de deuxième rendez-vous, on n'a jamais levé de fonds. Et après on s'est fait accompagner par un leveur de fonds. Tu peux donner son nom ? Ouais, Chausson Finance. Okay. Qu'on fait un super connu boulot, sur la place. Qui est assez connu sur la place, qui a fait des belles levées. Ils nous ont accompagnés et là, on a fait, au bout de 9 mois de préparation, on a fait 20 rendez-vous en 15 jours avec les fonds qui étaient les plus susceptibles d'investir chez nous. Et puis c'était une pièce de théâtre où on connaissait les chiffres. À la fin, c'était un truc qu'on déroulait. Et on a eu plusieurs propositions et on lève 1 million d'euros. Et à l'époque, 2011, j'ai l'impression de parler de la préhistoire, une levée d'1 million d'euros, c'était une super belle levée. Aujourd'hui, vous levez 1 million d'euros, non pas que ça soit ridicule, mais deuxième on n'en parle page. pas. Ouais, on n'en parle plus. Exactement, deuxième page.
Et donc on fait cette levée de fonds. Après, on a du mal à le dépenser, comme j'évoquais. Mais par rapport à notre développement aujourd'hui, on gagne le Fast 500 donc en 2014, 2 ans après cette levée de fonds. Et là, on a les plus gros fonds américains qui sont chez Facebook, Twitter et toutes ces boîtes-là, qui nous appellent et qui disent, les gars, on veut vous... Ils disent pas, on va investir chez vous, mais en tout cas, on veut vous rencontrer, c'est impressionnant, vu les chiffres et tout. Et à ce moment-là, on est rentable, on a de la trésorerie, on n'a pas envie de se faire diluer, on a sorti le fonds qu'on avait chez nous et on a fait rentrer vente privée pour avoir des entrepreneurs à nos côtés. Et on n'est pas dans une logique où on dit, OK, on veut être leader mondial. On est dans une logique où on dit, à ce moment-là, on commence à être un leader français. On l'était pas encore, mais aujourd'hui, on est un leader français. Et dans plutôt une approche de dire, on va essayer d'être un leader européen. Et donc, moi, je leur dis, bah non, en fait, j'ai pas besoin de vous. Puis du coup, les gars, ils ont l'impression qu'ils sont en train de rater les Rolling Stones. Et du coup, ça devient complètement irréel. Bon, et c'était assez rigolo parce qu'on a eu les deux côtés, c'est-à-dire des business angels qui veulent pas nous donner 15 ou 20 000 euros, et à la fin des fonds qui étaient plutôt sur des montants où on aurait pu lever 50 millions. Et ça se fait pas, et nous très contents. Et la logique qu'on a aujourd'hui de développement, c'est de dire, on est leader français. On pourrait mettre des petits bureaux dans 25 pays et investir à gogo. On est plutôt dans une approche où on a 4-5 pays, Allemagne, donc on a un bureau Angleterre, Espagne, Suisse, et on a un bureau au Canada. Donc, et on est plutôt dans une approche d'être très fort dans ces pays-là. On a envie d'être dans une position de leader plutôt que dans une position de challenger dans 25 pays. Ok. Alors, une question un peu pratique. La stack techno aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que du fait maison ? C'est que du fait maison. Le début de WizEven, ça a été sous-traité. Okay. On n'avait pas la compétence techno, donc on a sous-traité. Très vite, s'est posé la question de le réintégrer. Et d'ailleurs, tous les premiers euros qu'on a gagnés, ça a été surtout pour recruter des développeurs et intégrer la techno. Donc aujourd'hui, tout est intégré, rien n'est sous-traité. Vous êtes sur quelle techno ? Alors, historiquement du PHP, mais on est en train de glisser sur du Python. Ok. Parce que alors tu as dit que t'étais pas spécialement techno, mais j'imagine que c'est ta boîte, donc tu le sais maintenant. Et je suis le sujet parce que c'est le plus gros poste d'investissement et c'est surtout le plus gros poste de différenciation et d'innovation. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de dettes techniques. Comme toutes les boîtes, comme toutes les boîtes techno, à un moment donné, vous avez une dette technique et il faut la régler. Il faut être en capacité de pas trop en souffrir parce qu'à un moment donné, les intérêts de la dette deviennent tellement coûteux en maintenance et surtout en manque d'innovation et de rapidité. Donc là, on est en train de glisser sur Python. Pourquoi Python ? Parce que notre directeur technique est un fan de Python et surtout, il l'a prouvé parce que c'est le gars qui a piloté le cashless chez nous, qui est aujourd'hui notre cœur business, c'est la billetterie, mais on a développé une technologie de cashless qui permet en fait sur des festivals ou des gros événements de payer en fait avec une carte ou un bracelet, le bracelet qu'on a sur les festivals, et de payer en fait avec ses consommations, bière, boissons et autres. Et là-dessus, vous venez en frontal avec pas mal d'autres technos, dont ça, il suffit que j'y pense pour que son nom m'échappe, mais on est en frontal par rapport à des solutions de caisse. Ouais. On est aussi en frontal par rapport à la boîte à chaussures, j'appelle ça, mais c'est finalement les organisateurs d'événements qui avaient une boîte avec de l'argent, des espèces qui circulent dans tous les sens. Et on est venu, un peu comme sur la billetterie, on n'a rien inventé. On a juste repensé la façon de le faire. Donner la main à l'organisateur, lui donner la base de données. Et sur le cashless, c'est un peu la même logique. Ils avaient déjà des systèmes où on échangeait un billet de 20 euros contre des jetons et on payait avec une monnaie dématérialisée. Sauf que là, on vient la numériser et en tout cas rendre le process plus facile. Et des exemples très concrets, c'est que je parle souvent d'eux, les Vieilles Charrues, plus gros festival français. Leur compta pour les food and beverage. C'est un client ? C'est un client, ouais. Okay. Pour le food and beverage, c'était on compte ce qui arrive avec les camions, donc c'est des smirmorques, il y en a sur un terrain de foot entier. On fait un inventaire de stock en entrée et un inventaire de stock en sortie 4 jours après. Aujourd'hui, la comptable, à la fin de l'événement, appuie sur un bouton, télécharge un fichier, les taux de TVA, chaque produit, chaque truc, et gain de temps. Il y avait une vingtaine d'agents de la Brinks. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'agents de la Brinks. Il y avait aussi du coulage ou du vol aussi, parce que malgré tout, quand vous avez 200 000 personnes, je sais pas combien ils sont Vieilles Charrues, mais 3 000 bénévoles. Ouais. Il y a un risque. Mais vous avez un risque. Okay. Et donc, PHP, vous passez sur Python, sur la partie paiement. Parce que du coup, moi, je crée mon comment on appelle ça d'ailleurs ? Mon WizEvent, mon Wizy, mon Wiz. On lui a pas donné de nom. On crée un compte. Donc, je crée mon compte et je crée mon événement. WizEvent, j'installe ça sur mon site et les gens peuvent donc prendre un ticket et payer directement. Sur mon site, pour la plateforme de paiement, vous travaillez avec qui ? On travaille avec CIC, avec une plateforme qui est Monetico. Ouais. Pourquoi on a travaillé avec CIC ? Parce que notre modèle est de prendre une commission sur chaque billet vendu. On est d'accord que c'est les 120 et l'année prochaine 160 millions, c'est cette ça année, qui 160 passe. millions, 160 millions 2018.
Tout passe sur cette plateforme. Ok. Et en fait, pourquoi on est passé par CIC? Parce que quand on s'est lancé dans l'aventure, on a fait le tour de toutes les banques françaises, et celle qui était la plus réactive et surtout qui nous a offert le meilleur tarif, parce que c'était important d'avoir une commission très faible au niveau de la banque, parce qu'en fait notre modèle c'est de prendre une commission sur un volume d'affaires, et donc si tu perds 1% sur tes 2%, exactement. 2,5%. Par exemple, tout à l'heure on parlait de Stripe. Stripe, c'est une boîte qui va prendre par défaut, après on peut le négocier, mais à peu près dans les 2,5%, quand nous on prend à peu près 5% du prix du billet vendu. C'est-à-dire que la moitié de ma marge, je l'aurais donné à une boîte américaine. Que en France, toi, tu prends 5% du billet vendu, et tu aurais donné 2,5 à... Et t'as combien au CIC ou avec Monetico? On est à 0,2%. En moyenne, on est à 0,04%. Pardon, vas-y, excuse-moi. Ouais, 0,4% à peu près. Vraiment, on a un taux... De quelle taille tu as pu commencer à négocier ton taux? Dès le début, on a eu un très bon taux et je l'ai négocié 2 fois. Et les 2 fois, ils ont suivi parce que les volumes suivaient. Et puis parce que pour eux, c'était, je pense aussi en tout cas, je sais qu'en interne, c'est aussi une fierté de bosser avec nous. C'est une belle boutique, il y a beaucoup de volume. Indirectement, quand on fait les ventes du Hellfest, du Grand Prix de France, ils sont aussi partie prenante dans l'aventure. Donc ils ont joué le jeu. Et c'est un point essentiel pour nous. Et puis surtout, on a eu un bon accompagnement aussi. C'est-à-dire que ce qui est très drôle, c'est que ma chargée de clientèle, qui était là, elle n'était pas là au tout début, mais au bout de 2 ans, chez CIC, c'était quelqu'un qui gérait des comptes pro, et qui, en 2 ans avec nous, est devenue une experte du e-commerce. Ok. Et j'ai exigé, parce qu'après on disait là vous devez passer sur entreprise parce que chiffre d'affaires et tout, et j'ai exigé de rester avec elle parce qu'elle connaissait tous les interlocuteurs, parce qu'elle savait nous suivre, et donc on est toujours dans cette agence alors qu'on devrait être traité à un plus gros niveau. C'est une agence. C'est une agence parisienne où vous pouvez avoir votre compte perso. Ok. Parce que j'ai exigé à rester là-bas parce qu'on était bien servi et puis qu'il y avait voilà. Donc Python, CIC, Monetico, sur les emails. Sur les emails aujourd'hui, on a beaucoup bossé avec Mailjet, et de plus en plus on l'a intégré et on passe directement avec Amazon, parce que en fait notre hébergement est chez Amazon et que ça nous permet d'avoir la redondance et notamment en termes de performance. J'aimerais bien qu'on ait un acteur français pour faire le côté cocorico, mais c'est vrai que sur les besoins qu'on avait, on envoie 20 millions de tickets, ça fait combien d'emails? Ça fait 20 millions de mails. Il y en a pas minimum, plus, parce que les rappels... Il y en a un peu plus avec les rappels. Okay. Donc on est plutôt sur une base de 50 millions de mails, parce que quand on a une création de compte et ainsi de suite. 50, ça fait 4 par mois. 4 millions par mois, c'est ça? 4 millions et demi par mois. Mais j'imagine qu'il y a une saisonnalité, puisque les festivals, c'est... Alors oui, et après, en même temps... Alors, les festivals, c'est quand même un de nos gros pics d'activité, mais après, le reste de l'année, on a d'autres secteurs qui reprennent. C'est-à-dire que pendant l'été, vous n'avez pas de soirée étudiante, elles reprennent en septembre. Les soirées du Nouvel An, vous avez les clubs qui reprennent aussi en septembre. Donc, on a des pics, mais c'est pas non plus une activité saisonnière comme on pourrait... d'autres. Ok. Comment est-ce que tu fais venir de nouvelles personnes sur la plateforme? Vous avez des concurrents, évidemment. On pense naturellement, je pense à Eventbrite. En France, je pense pas qu'il y ait beaucoup. Ils sont pas très pas présents. Si gros. Non. Mais en fait, il y a Facebook Events, non? Sur la partie gratuite. Oui, mais on se limite quand même à un cercle d'amis, ou en tout cas, on se limite. Il y a quand même pas mal de gens qui sont pas sur Facebook aujourd'hui. Okay. Puis j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement aussi. Ouais, j'ai l'impression. Donc oui, il y a une forme de concurrence, mais en fait, quand vous passez par WizEvents, c'est que vous avez besoin de non pas je viens ou je viendrai peut-être ou je viens pas, mais vous avez aussi besoin de faire du contrôle d'accès à l'entrée de l'événement avec des gens qui ont un vrai billet. Ce qui fait partie de votre offre. Hein. Vous voulez récupérer l'adresse mail, Facebook vous donne pas l'adresse mail, donc vous pouvez pas communiquer avec les participants. Vous voulez peut-être avoir un visuel à vos couleurs sur le billet, sur un mini-site. Vous avez quand même des fonctions qui, en fait, sur Facebook, on est plutôt dans de l'événementiel, j'ai envie de amateur. Dire... voire même personnel, en fait, très personnel. Ce qui n'empêche pas de relayer et de mettre en avant des événements pro, mais qui souvent renvoie vers une billetterie extérieure, Eventbrite, nous, d'autres, parce que c'est plutôt un vecteur de communication plus qu'un outil organisationnel. Entendu. Et du coup, comment est-ce que vous faites venir de nouveaux membres? Alors, c'est tout l'enjeu, ouais. On a 2 enjeux. Un enjeu de rétention, c'est-à-dire que globalement, il ne faut pas qu'on soit un panier percé, il faut que les clients soient contents de la solution. Et le deuxième enjeu, c'est de faire venir le plus de monde possible. Comment on fait? On a une double stratégie. Sur les grands comptes, c'est des commerciaux qui font du démarchage, des rendez-vous. Combien de commerciaux? On a aujourd'hui 4 commerciaux sur la France qui, eux, sont par secteur sur le sport et qui vont adresser que des grands comptes. Et après, sur la longue traîne, on a vraiment découpé tout WizEvent en 2 parties. Une partie grand compte pour la signature et pour l'accompagnement,
parce que quand vous signez le Grand Prix de France, vous devez avoir un accompagnement très spécifique. Et sur la longue traîne, donc avec des Key Account Managers ou des Exactement. On appelle ça des... Ça change tout le temps le nom, parce que si on est très à l'américaine, on invente toujours des termes, mais là, c'est des Customer Success Managers. CSM. Ouais. Voilà, exactement. Bon, je suis pas... On verra ce que ça donne l'année prochaine. Et ça changera encore. Avant, c'était des Key Account Managers. Donc, tu as 4 sales qui signent des grands comptes, et ensuite, ces grands comptes sont pris en charge par des... Par une vingtaine de CSM, ouais. Ok. Qui ont chacun une centaine de comptes. Okay. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des comptes diversifiés entre du festival, du concert, de la course à pied, des conférences, parce qu'il y a des bonnes pratiques dans chaque secteur qui peuvent remonter. Et on a fait ce choix-là parce qu'on trouve ça plus enrichissant qu'ils aient une vue un peu plus transverse plutôt que d'être des spécialistes du festival et qui font toujours la même chose. Donc ça, c'est sur les grands comptes. Donc 20 CSM qui ont une centaine de comptes chacun, ça fait 2000 clients. À peu près. Et tu m'as dit qu'il y avait 20 000 organisateurs. 20 000, et on en a 18 000 qui sont des petits. En self-service. En self-service. Okay. Et qui ont aussi une assistance. C'est-à-dire qu'il y a un support mail, un support téléphonique, un support, mais qui est un support non dédié. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une personne qui leur est attitrée, mais ils appellent et il y a la première personne qui est disponible qui leur répond. Et donc on essaie d'avoir le même niveau de service, alors forcément avec un peu moins de connaissance du client parce qu'il n'est pas attitré, mais on a essayé d'amener le même niveau de service sur ces petits clients. Et là, on a 4 personnes qui gèrent c'est rigolo parce que j'en ai 20 sur les grands comptes. Qui gèrent 18 et j'en ai 4 qui exactement. Mais la plupart sont en self-service, ils sont en autonomie complète. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'ils nous appellent pas. Non pas qu'on veut pas leur parler, mais s'ils nous appellent, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est-à-dire qu'on a mal communiqué, que le produit est pas adapté. Donc, quand ils nous appellent, un des enjeux des équipes qui prennent les appels, c'est de répondre sur le moment venu à la question, mais aussi de remonter aux équipes produits et marketing. Tiens, il y a cette question qui remonte trop, c'est pas normal et on va essayer d'adapter pour réduire justement le volume d'appels. Ok. Et l'acquisition de cette partie-là longue traîne. Donc sur les 18 000, il y a du récurrent. Il y a du récurrent, bien sûr. Et après, il faut qu'on en ait des nouveaux. On a à peu près 3000 créations de nouveaux comptes par mois organisateurs. Attends, 3000 créations de comptes organisateurs par mois. Mais qui n'organisent pas forcément un événement, c'est ça ? Alors, qui a priori tous plus ou moins organisent des événements, mais seulement 20% vont générer du chiffre d'affaires chez nous, c'est-à-dire créer des événements payants. D'accord. 3 x 4, ok. Et donc, tu vois, à peu près un mois, on a à peu près 600 nouveaux organisateurs. Donc l'an dernier, tu vois, c'est à peu près ça, 5000 organisateurs en plus entre 2017 et 2018. Et tu les retrouves comme ça. Et donc, comment on fait pour avoir 3000 nouveaux organisateurs chaque mois ? Il y a énormément de bouche à oreille aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart se fait par bouche à oreille parce que des gens ont acheté un billet, parce qu'ils ont entendu parler de WizEven, parce qu'un autre organisateur leur a dit tu devrais essayer. Après, c'est du référencement naturel, du référencement payant. Donc en référencement payant, on va être essentiellement sur AdWords, sur des requêtes comme créer une billetterie et non pas acheter un billet. Okay. Créer une billetterie, organiser un événement, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Logiciel de billetterie aussi. Donc, le SEO, tu le fais en interne ou tu bosses avec une boîte ? Alors on l'a longtemps sous-traité et depuis un an, on l'a réintégré chez nous parce qu'on était arrivé sur un tel volume que ça faisait sens d'avoir quelqu'un qui s'en occupe et notamment... Une personne ? On a 4 personnes au marketing et sur le SEO, on a une seule personne. Ouais. Full-time. Full-time. Okay. Et pourquoi on l'a réintégrée ? C'est aussi parce qu'elle drive la Suisse, l'Espagne, l'Angleterre et puis le Canada. Un Superman ? Superman ? Après, il est très bon déjà, ça c'est sûr. Et après, surtout, on a dans chacun de ces pays, on a des country managers très impliqués qui vont être capables de lui donner la tonalité du pays pour qu'on puisse adapter les bonnes recettes qu'on a en France à un marché et à des spécificités locales. Okay. Donc du référencement payant, référencement naturel. Vous dépensez combien ? En référencement payant, on est vite capé parce que en fait, le mot créer une billetterie, finalement, il n'y a pas un milliard de requêtes dessus. Ouais. Donc on est à peu près, je pense, sur AdWords, on doit être à peu près à 15 000 € par mois. Ce qui est l'échelle de WizEven pas énorme. Moi, on m'aurait dit ça au début de WizEven, 15 000 €, c'était la moitié du capital de création de WizEven du départ. C'est ça aussi qui est rigolo, c'est un peu de mettre en perspective ces chiffres. Aujourd'hui, ça me paraît petit à l'échelle de WizEven. Et on m'aurait dit ça à l'époque, quand on créait WizEven, que chaque mois on avait dépensé ça, j'aurais arrêté, j'aurais dit non, c'est pas possible. Et donc ça, c'est sur le référencement naturel. On fait pas mal de relations presse, ou en tout cas on les a beaucoup travaillées au début. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous me proposez de venir ici, on répond tout de suite oui, parce que c'est pas désagréable de parler de WizEven, et on sait que ça va être relayé, et puis on va essayer de le relayer, que ça va créer aussi un peu de connaissances sur WizEven, de notoriété. Donc on essaie de l'entretenir. Et au début, tout ce qui était relations presse, tout ce qui était référencement naturel, c'était des choses qui coûtaient pas cher.
Parce que quand vous créez une startup, vous n'avez pas de budget pour faire de la pub. Donc on essayait de faire... chaque jour, j'écrivais un article de blog qui n'était pas passionnant, mais c'était pour le référencement naturel. Chaque jour au début de ça combien de temps? Pendant 3-4 ans. Ok. Mais après, c'est des articles qui étaient... Oui, mais même si ça fait 3 lignes, ça fait 10 000 articles. Et chaque matin, j'arrivais, je passais une demi-heure dessus et j'écrivais sur tiens, comment créer un événement. J'essayais de rebondir sur des clients qui avaient créé. C'était que pour créer du contenu. C'était pas du contenu de qualité. C'est-à-dire que l'objectif, c'était pas que les gens le lisent et disent waouh, c'est fantastique, je m'abonne, je vais relire. C'était plutôt c'était du volume qu'on a fait. Donc on faisait ça. Dès qu'on avait des articles, on faisait des trucs bêtes. Dès que j'avais un article de presse, j'appelais le journaliste, j'ai dit tiens, est-ce que vous pouvez mettre wizevent.com, me mettre le lien. Puis au début, maintenant, certains médias demandent, ils disent ok, mais il faut payer. Ouais. À l'époque, c'était gratuit. Tu payes? Non, jamais. Non. Okay. Non, parce que je trouve que c'est pas l'idée. Oui, puis t'as 10 ans d'historique. Et qu'on n'a plus besoin. Mais du coup, on le faisait à chaque fois parce que ça augmente le référencement naturel. On faisait des partenariats, mais qui étaient des partenariats pas stratégiques, plutôt de dire à une startup, tiens, tu me mets dans ta newsletter, je te mets dans ma newsletter. On fait en sorte que ce soit à peu près dans les mêmes univers. Mais c'était une logique, et j'essaie un peu de cultiver encore auprès des équipes, qui était une logique un peu de gros hacker comme aujourd'hui, quoi. Ouais. Couteau suisse, un peu des merdes, essayer d'être malin. 15K d'achat média, 4 personnes au marketing, DRP. Ça, tu connais ton Kudak? Donc c'est 3000 personnes. Ouais, on est à peu près à 100 euros par création de compte. 100 euros par création de compte pour 3000 créations de compte par mois. Ouais. Donc tu dépenses, ça fait quoi? 30 000? Ça fait non, c'est pas possible. 300, ça fait... Attends, 3000, 300... ouais, 300 000. Ça fait 300 000, sauf que le 100 euros, je le compte sur les comptes actifs. Donc sur les 600. Ah oui, d'accord. On est plutôt à 60 000. Ouais. D'accord, 60 000. Et comme tout à l'heure, je donc disais 20 euros sur les 3 000 en moyenne, comptes, génère 100 euros de chiffre d'affaires. Ouais. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça veut dire... Tu disais un compte ou 4 comptes? Un compte. Un compte génère 100 euros de chiffre d'affaires et t'a coûté une soixantaine d'euros. Et il m'a coûté 100 euros. Ouais. Donc en année 1, je suis sur un coût zéro. C'est-à-dire que globalement, il me coûte 100, mais il me rapporte 100. Ok. Donc c'est-à-dire que mon acquisition... Donc tout ton enjeu, c'est de le faire revenir l'année 2. Et mon enjeu, et comme l'année 2, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai un churn négatif. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'année 2 que je gagne de l'argent. Ok. Et donc tout l'enjeu, c'est que j'en ai le plus possible en acquisition. Et donc l'acquisition, chez nous, c'est un vrai chantier. Et c'est pour ça qu'il y a 4 personnes qui bossent que là-dessus. Parce que plus on fait rentrer de monde, plus on est sur un modèle vertueux les années suivantes. Et c'est toute la bataille. Après, on a des concurrents qui ont des prix plus agressifs, on a des concurrents étrangers qui mettent plus de budget. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à sortir et d'être assez malin là-dedans. Et sur la France, on a vraiment une avance sur la notoriété, sur l'Angleterre, sur les pays où on n'existe pas. Aujourd'hui, on est dessus, mais c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'en plus, on arrive... Ouais, puis quand en 2008, j'arrive avec WizEvent, j'ai quelque chose d'innovant. Aujourd'hui, WizEvent en Angleterre, c'est pas innovant. Sur la billetterie. Sur le cashless, on a, je pense, la meilleure techno mondiale, donc j'ai un vrai avantage concurrentiel. Sur la billetterie, j'ai une très bonne techno, mais je peux difficilement dire c'est 10 fois mieux qu'Eventbrite. C'est pas vrai. Okay. C'est comparable, concurrent d'Eventbrite. Donc pour performer, c'est beaucoup plus difficile. Okay. Et là, on se sert plutôt de la technologie, notamment le cashless, pour attaquer, non pas par le bas comme on l'a fait sur la billetterie en France, mais par le haut, des très grands comptes, des gros festivals, des énormes donneurs d'ordre sur le cashless, et ensuite on essaie de redescendre sur la billetterie. Entendu. Je crois qu'on approche de l'objectif, voire même dépasser les 30 minutes. Donc, deux questions. Le tipping point, c'était quoi dans ton histoire? Qu'est-ce que t'appelles le tipping point? À quel moment tu t'es dit, putain, on a un carton entre les mains, quoi? Peut-être tu te l'as dit tout de suite, mais à quel moment les chiffres l'ont prouvé? Non. C'est une excellente question. Je crois que c'est assez lié à l'état le mood du moment, enfin en tout cas à l'état d'esprit de comment on se sent. Je pense qu'au début, il y a des jours où j'avais l'impression d'être Bill Gates, et d'autres où je me disais là on va fermer dans une semaine. Et la semaine d'après, c'était l'inverse. Le moment où vraiment on a su que ça fonctionnait, je pense que la levée de fonds, elle arrive quasiment au même moment où on remporte les grands prix d'innovation qui étaient organisés par Paris & Co, qui est l'agence de développement économique de la mairie de Paris. Et on gagne les grands prix d'innovation, on a des retombées presse, on lève 1 million d'euros, on commence à avoir une traction au niveau de nos clients. Et là, on sent, non pas qu'on est sur un carton, mais on dit, OK, on a... Ça tire, ça part. Parti. Ouais, okay. C'est parti. C'est cool. Tu te souviens de ton premier achat? Enfin, du premier achat de billets sur WizEvent? Non. Je me rappelle du premier événement. Le premier événement, c'était un concert symphonique qui était organisé par... Payant, okay. Ouais, qui était organisé à la Sorbonne, qui était organisé par une amie
du père de Sébastien, qui est mon associé, qui était directrice à l'époque de l'école et qui, du coup, nous avait sollicité pour le faire. Et ouais, ça, c'est des super moments. Ça, c'est des très bons moments. Quand on a lancé le cashless aussi. C'était incroyable, ça, aux Vieilles Charrues. Ça s'est lancé quand ? 2014. 2014 déjà ? Ouais, okay, 2014. Ça fait 4 ans. Okay. Attends, non, 2015. Okay. 2015. Oui, ok. 2015, on lance le cashless, et là vous vous dites qu'il va y avoir des millions d'euros de transactions avec votre système qui peut pas planter, parce que les gens, quand ils viennent sur un festival, ils viennent pour la musique. Moi, c'était pas ma partie, mais pour consommer aussi, faire la fête. Et si le système plante, donc je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie d'un point de vue professionnel. J'étais vraiment pas bien. Et quand le truc a fonctionné, qu'on a fait la fête avec l'équipe à la fin, c'était des super souvenirs, ça. Ouais. Super. Écoute, je te remercie énormément pour ton temps. Je pense qu'on pourrait faire... il y a plein de points que j'avais notés qu'on n'a pas pu aborder. On pourrait continuer la discussion encore très longtemps. Merci de l'invitation. Je te remercie beaucoup. Et vous pouvez retrouver cet épisode sur lepanier.io et bien sûr sur toutes les plateformes de diffusion. Merci beaucoup, Pierre-Henri. Merci, Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode du Panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Vous pouvez le noter et laisser un commentaire sympathique sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast de prédilection. Ça nous aide à remonter dans les classements. Vous pouvez aussi partager le panier autour de vous par email, sur les réseaux ou un dîner, c'est ce qui nous aide le plus. Si vous avez besoin de vous faire accompagner pour votre stratégie digitale, votre site internet, vos tactiques marketing ou de contenu, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de Cosa Vostra ou à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.